En 1987, une mère et ses deux petites filles sont sauvagement assassinées dans leur appartement d'Anchorage, en Alaska. Des indices microscopiques désignent un membre de la famille comme suspect éventuel. Mais comment les enquêteurs peuvent-ils déterminer s'il s'agit d'indices récents ou d'éléments préexistants au meurtre? En 1982, une petite fille de 11 ans est enlevée en plein jour sur un terrain de softball dans la ville de Marshallville, dans l'Ohio. Une semaine plus tard, quand son corps en état de décomposition est retrouvé, les enquêteurs espèrent que les fibres textiles retrouvées sur le lieu du crime les conduiront au meurtrier. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour deux nouvelles enquêtes impossibles. Les enquêteurs de la police scientifique sont capables de déduire quantité d'informations à partir d'indices microscopiques. Une éraflure sur une douille, un cheveu ou un poil d'animal, une trace de peinture, un fragment d'os ou une goutte de salive prélevée sur un filtre de cigarette peuvent les mener au meurtrier. Mais face à des crimes dont la violence défie l'entendement, ils seront toujours incapables de comprendre ce qui s'est réellement passé dans le cerveau détraqué des assassins. Anchorage, en Alaska, est considérée comme l'une des villes les plus pittoresques des États-Unis. Bordée par la chaîne montagneuse de l'Alaska d'un côté et par l'océan Pacifique de l'autre, elle attire des dizaines de milliers de touristes chaque année. Le commerce du pétrole est la principale source de revenus de l'État. Mais vers le milieu des années 80, les prix du pétrole brut subissent une forte chute, mettant des milliers d'ouvriers au chômage. La ville traversait une période difficile à l'époque. Beaucoup de gens avaient déménagé en raison du taux de chômage causé par la chute des prix du pétrole. Voilà où nous en étions. C'était vraiment le calme plat. John Newman perd lui aussi son travail suite à la crise pétrolière. Ne trouvant pas d'autre emploi en Alaska, il décide de partir en Californie pour suivre une formation de serrurier. Sa femme, Nancy, reste sur place pour s'occuper de leurs deux petites filles, Melissa, 8 ans, et Angie, 3 ans. Angie avait une tête d'ange, des cheveux blonds magnifiques. Elle était adorable et charmante, vraiment pleine de charme. Melissa, elle, n'avait plus sa bouille de bébé, mais elle promettait de devenir ravissante. Nancy travaille comme serveuse au Gwenies, un restaurant populaire d'Anchorage. Elle est connue pour sa ponctualité. Aussi, lorsqu'elle ne se présente pas un dimanche matin, ses collègues ne tardent pas à s'inquiéter. La sœur de Nancy, Cheryl, travaillait comme hôtesse d'accueil et elles étaient très proches. Je lui ai demandé si elle avait sa voiture et si elle pouvait aller voir ce qui se passait chez Nancy. Cheryl se précipite sans attendre chez sa sœur. La porte d'entrée des Newman est fermée à clé, mais à l'intérieur, elle découvre une scène d'une violence extrême. Nancy est étendue dans sa chambre. Elle a été violée et étouffée à mort sous un oreiller. Melissa, 8 ans, a subi le même sort. Angie, 3 ans, a eu le cou tranché et a péri d'une hémorragie. La blessure est si profonde qu'il s'agit quasiment d'une décapitation. On n'avait jamais vu un crime de la sorte ici. Une famille entière assassinée sous son propre toit, c'était un crime particulièrement épouvantable et totalement inattendu dans une ville comme Anchorage. Le médecin légiste estime que les meurtres ont été commis durant la matinée du samedi. Mais personne dans le voisinage n'a remarqué quoi que ce soit d'anormal à ce moment-là. Malgré l'absence de signes d'effraction, l'appareil photo de Nancy Newman et son sac ont disparu de l'appartement. Un couteau a également été subtilisé dans la cuisine. La boîte à biscuits qui contenait les pourboires de Nancy est retrouvée vide sur la table de la cuisine. Un gant de toilette humide est découvert dans le lavabo de la salle de bain. Il devait se sentir en sécurité dans l'appartement. Il connaissait suffisamment les habitudes de ses victimes pour savoir qu'il ne serait vraisemblablement pas interrompu et qu'il pouvait prendre son temps. Et il est évident qu'il a pris son temps.
On a 3 victimes dans 3 chambres différentes et 2 d'entre elles ont été violées. Ensuite, il a pris le temps de se laver. Il devait être couvert de sang. John Newman suivait ses cours en Californie et la police ne découvre aucun élément permettant d'affirmer qu'il est revenu en Alaska au moment du crime. Il n'est donc pas considéré comme suspect. Mais ces meurtres témoignent d'une véritable rage de la part de celui qui les a commis. La police se demande alors si Nancy aurait pu se faire des ennemis parmi ses collègues ou les clients du restaurant. Elle occupait un poste difficile. C'était principalement des hommes célibataires, probablement éméchés, qui pouvaient se conduire comme des porcs. Mais elle faisait en sorte que ça ne la touche pas. Alors que John Newman rentre chez lui pour enterrer sa femme et ses 2 petites filles, la police se demande s'il s'agit d'un vol avec effraction qui aurait mal tourné ou d'un acte de pure vengeance. Quel monstre a commis une telle atrocité? Car la famille Newman est maintenant décimée. Nancy et Melissa, sa fille aînée, ont été violées et étouffées, tandis que la petite Angie, 3 ans, a été poignardée à mort. Alors que John Newman regagne l'Alaska pour enterrer les siens, les enquêteurs se demandent s'il s'agit d'un cambriolage qui aurait mal tourné, ou compte tenu de la violence de la scène de crime, s'il s'agit plutôt d'un acte de pure vengeance, une exécution préméditée, un carnage orchestré par un prédateur pris de démence. Suite au meurtre de Nancy Newman et de ses 2 filles, Melissa et Angie, les habitants d'Anchorage commencent à redouter la présence d'un maniaque sexuel dans les environs. Pourquoi personne n'a entendu Nancy crier? J'en faisais des cauchemars la nuit. J'entendais une femme hurler. C'était dans mon premier sommeil. Ça me réveillait et j'entendais encore les hurlements. Mais j'étais impuissante. Il n'y avait rien à faire. Et pendant un moment, je me demandais si c'était un rêve ou la réalité. Qui, dans cette ville, serait capable de commettre un tel crime, d'assassiner 2 jeunes enfants de la sorte? Si ce n'était pas le mari, alors qui? Était-il toujours en cavale? Les gens commençaient à avoir vraiment peur. L'absence d'effraction et le temps passé dans l'appartement conduit les enquêteurs à penser que le meurtrier connaissait la maison. C'est la plus terrible affaire sur laquelle j'ai travaillé. J'ai été amené à travailler d'une manière ou d'une autre sur plus de 200 enquêtes pour homicide et celle-ci est la pire. La violence du crime, l'âge des victimes et ce qu'elles ont subi. Sur les lieux du crime, les enquêteurs recherchent des empreintes au moyen d'un procédé de révélation par fumigation. Des vapeurs de superglue s'attachent aux moindres matériaux biologiques par polymérisation, puis une poudre est utilisée pour révéler l'empreinte. Parfois, on peut les voir tout de suite. Parfois, il faut attendre la fin de la fumigation. Notre travail en tant qu'analyste consiste soit à les photographier pendant qu'elles se révèlent, soit à ajouter divers produits chimiques pour tenter de les faire apparaître afin de les conserver et de les comparer à celles des suspects ou d'autres individus. Cathy Manfreda découvre plus de 100 empreintes digitales à travers l'appartement. Nombre d'entre elles n'appartiennent pas à la famille proche. Ces empreintes sont découvertes sur la porte d'entrée, à l'intérieur, sur la boîte à biscuits dans laquelle Nancy Newman conservait ses pourboires, dans la salle de bain et dans d'autres endroits. Les enquêteurs identifient ces empreintes comme appartenant à Kirby Anthony, un neveu des Newman. Kirby est un vaurien de 23 ans qui a récemment quitté l'Idaho pour emménager à Anchorage. Comme il a besoin d'un logement, les Newman lui permettent de s'installer chez eux temporairement. Kirby avait donc vécu avec eux. Ils avaient accepté car c'était un membre de la famille et ils l'avaient pris en pitié. Ils connaissaient son passé houleux. Il avait donc une raison légitime d'être là-bas, ce qui allait se révéler très important par rapport aux indices trouvés sur place. Ils l'ont accueilli, il a vécu chez eux. Je crois que tout se passait plutôt bien. Même si on a appris plus tard qu'il ne s'entendait pas bien avec Melissa, la fille de 8 ans.
Kirby Anthony reconnaît que la vie dans un petit appartement avec 2 jeunes enfants était difficile, mais il affirme à la police qu'il est parti en bons termes 2 semaines avant les meurtres. En outre, Kirby Anthony nie avoir eu connaissance de l'agression. Il affirme avoir un alibi et déclare qu'il était avec des amis le vendredi soir et qu'il a passé la matinée du samedi à déjeuner dans un fast-food. En plus des empreintes digitales, les enquêteurs découvrent un nombre important de poils dans toutes les pièces de l'appartement. Ils appartiennent à un individu de race blanche et ne correspondent à aucun des membres de la famille. La police d'Anchorage envoie les échantillons au FBI à Washington en espérant qu'ils puissent leur donner des indices sur l'identité du meurtrier. Au quartier général du FBI à Washington, Doug Diedrich, expert médico-légal, analyse tous les poils et les fibres retrouvés dans l'appartement des Newman. Il y a des milliers de poils et de fibres dans l'appartement, ce qui n'a rien de surprenant. En revanche, Diedrich découvre qu'une grande partie des prélèvements effectués dans les chambres des victimes sont des poils pubiens. Il est très facile de distinguer un cheveu d'un poil pubien. Il y a des différences de diamètre, de longueur, de couleur, de caractéristiques microscopiques internes et d'apparence à l'extrémité. Les poils pubiens sont généralement en pointe, alors que les cheveux sont souvent coupés. Sa première tâche consiste à comparer les follicules avec les victimes et le suspect principal, Kirby Anthony. Selon Diedrich, les poils pubiens vus au microscope sont similaires aux échantillons prélevés sur Kirby Anthony. Mais la présence des poils d'Anthony dans l'appartement peut s'expliquer, puisqu'il y a vécu jusqu'à 10 jours avant le meurtre. La question est de savoir quand ces poils ont été laissés dans l'appartement. Afin de le découvrir, Doug entreprend une expérience unique en son genre. J'ai pris un aspirateur et je l'ai passé dans toutes les pièces. Je crois que la maison n'a jamais été aussi propre. Chaque soir, pendant 2 semaines, j'ai aspiré et analysé le résultat pour voir quel type de poils je trouvais et combien. John Newman révèle à la police que Kirby Anthony, le neveu qu'il avait imprudemment hébergé dans son appartement, avait déjà eu des antécédents criminels depuis l'âge de 14 ans. Il avait été jugé pour conduite dangereuse, vol à l'étalage et cambriolage. Puis, incapable de contrôler ses pulsions, il était passé au vol à main armée et aux agressions. 2 mois avant son arrivée à Anchorage, en 1985, Anthony avait même été accusé du viol d'une fillette de 12 ans, mais faute de preuves, il n'avait pu être confondu et arrêté. Ce lourd passé criminel intéresse les policiers, car les experts ont constaté que les poils pubiens retrouvés dans les différentes pièces de l'appartement sont propres et humides. Or, s'il s'y trouvait à l'époque où Anthony vivait encore avec la famille Newman, c'est-à-dire 3 semaines avant le drame, ils auraient dû être secs et couverts de poussière. Quand un poil tombe, particulièrement sur le sol, sur la moquette d'une maison, après un certain temps, il peut présenter des traces de morsures de coléoptères qui s'en nourrissent. Il accumule de la poussière et des saletés. Les poils qui ont été trouvés sur les corps de Melissa et Donji et qui étaient similaires à ceux de Kirby Anthony ne portaient aucune trace de poussière. Il y avait même du sang frais à leur surface. Et ça, c'était un indice de taille. Ensuite, Diedrich se penche sur le gant de toilette retrouvé dans le lavabo des Newman après le crime. Sur ce gant se trouvent quelques fibres de laine verte qui proviennent d'une paire de gants retrouvés dans la chambre de Nancy Newman. De plus, le gant porte des traces du sang des victimes. Enfin, Diedrich fait une découverte ahurissante. Sur le gant se trouvent des poils pubiens auxquels sont accrochés des restes de lentes de morpion, une révélation inespérée. Sous le microscope, ces poils se révèlent similaires à ceux d'Anthony et les enquêteurs découvrent qu'il a récemment suivi un traitement contre les morpions.
Et ce n'est pas la seule preuve qui relie Kirby Anthony au crime commis chez les Newman. Les enquêteurs ont également relevé une empreinte partielle de la paume de Kirby dans un endroit inhabituel. Sur le mur, au-dessus du lit de Melissa, on a retrouvé une empreinte complète de main gauche. Ces empreintes latentes ont permis aux enquêteurs de se conforter dans leur théorie sur ce qui était arrivé ce jour-là. Melissa a été victime d'une agression sexuelle, ce que prouve l'empreinte située à quelques centimètres de sa tête. Les empreintes d'Anthony sont également retrouvées sur la boîte dans laquelle Nancy Newman conservait ses pourboires du restaurant. Le colocataire de Kirby Anthony révèle à la police que le matin des meurtres, Anthony était revenu à leur appartement avec du sang sur ses vêtements et qu'il avait immédiatement lavé tout ce qu'il portait. Le colocataire déclare également avoir vu Anthony compter une importante quantité de monnaie ce jour-là. Mais il manque encore deux éléments essentiels à la police, l'arme du crime et le mobile. Au fil de l'enquête sur les meurtres de Nancy Newman et de ses deux filles, de plus en plus de preuves désignent le neveu des Newman, Kirby Anthony. Alors que la police d'Anchorage recherche un mobile, elle apprend que le départ de Kirby Anthony de l'appartement des Newman n'a pas été aussi cordial qu'il avait bien voulu l'admettre. John, Kirby me met très mal à l'aise. John Newman raconte à la police que sa femme l'a appelé en Californie. Elle disait qu'Anthony se conduisait de façon indécente et qu'il avait, une fois au moins, frappé les enfants. Kirby se conduisait très mal. Il commençait à essayer de discipliner les filles par la force et il s'emportait contre elles. C'était une situation désagréable pour Nancy et les filles, et Nancy en a parlé à John. Celui-ci a dit de demander à Kirby de quitter l'appartement. La police pense que c'est un Kirby Anthony plein de haine qui s'est installé dans cet appartement miteux 10 jours avant les meurtres. Il reste aux enquêteurs une preuve matérielle à examiner, l'aspirateur qu'utilisait Nancy Newman pour nettoyer l'appartement. Un voisin raconte à la police que Nancy avait passé l'aspirateur peu de temps avant les meurtres. Je ne dirais pas que c'était une maniaque de la propreté. En tout cas, ce n'était pas obsessionnel chez elle. Mais pour une famille avec 2 enfants, et je sais de quoi je parle, c'était une maison bien rangée et propre. En regardant à l'intérieur du sac aspirateur, Doug Diedrich observe plusieurs couches distinctes de saleté. Chacune de ces couches est différente. La couche du haut est la plus récente. À l'intérieur, Diedrich ne trouve qu'un seul poil pubien de Kirby Anthony. L'analyse du contenu du sac de l'aspirateur est révélatrice. Elle prouve que Kirby Anthony était présent dans l'appartement entre le moment où l'aspirateur a été passé pour la dernière fois et celui des meurtres. En effet, alors que ces poils pubiens sont présents partout sur la scène des crimes, aucun d'eux n'est visible dans la couche supérieure de poussière recueillie dans l'aspirateur. Cette constatation permet aux policiers d'échafauder une première théorie. La théorie est la suivante. Si nous avons un grand nombre de poils pubiens similaires à ceux de Kirby sur les lieux du crime, retrouvés au cours de l'enquête, mais qu'il y a peu ou pas de poils dans le sac de l'aspirateur, cela signifie que ces poils ont été perdus après que l'aspirateur a été passé dans la maison et pendant la perpétration des meurtres. Devinant l'imminence de son arrestation, Kirby Anthony s'enfuit vers la frontière canadienne où il est appréhendé. Si je croisais Kirby aujourd'hui, je le tuerais. Je le renverserais avec ma voiture. Ou n'importe quoi d'autre. Et pourtant, ça ficherait ma vie en l'air. Cet homme a fait souffrir beaucoup de monde.
Ce qu'il a fait à Nancy et aux filles dépasse l'imagination. Selon les procureurs, le faisceau d'indices microscopiques que Kirby Anthony a laissé derrière lui définit avec précision ce qui s'est passé le matin des meurtres. D'après eux, Anthony était en colère suite à son renvoi de l'appartement des Newman. Il cherchait à se venger. Ses amis racontent que la veille au soir, il avait abusé de la cocaïne et de l'alcool. Le lendemain, il pénètre dans l'appartement des Newman. Les enfants sont envoyés dans leur chambre. John et moi, nous t'avons demandé de partir. Tu n'as rien à faire ici, tu n'es pas le bienvenu. Au bout d'un moment, Anthony s'empare du couteau de cuisine et traîne Nancy dans sa chambre. Il enfile des gants qu'il trouve dans la chambre. Il viole Nancy Newman et l'étrangle avec une tête d'oreiller. Puis il se rend dans la chambre de Melissa, la viole et la tue elle aussi, laissant l'empreinte de sa paume au-dessus du lit. D'après les indices retrouvés sur place, Anthony se serait lavé dans la salle de bain, abandonnant le gant humide contenant ses morpions, les fibres de laine verte et le sang de ses victimes dans le lavabo. Puis il tue la petite Angie, 3 ans, la dernière personne susceptible de l'identifier. Anthony laisse ses empreintes digitales sur la boîte à biscuits en prenant les pourboires de Nancy. Il emporte également le sac de Nancy, son appareil photo et le couteau utilisé pour commettre son crime. Le couteau et le sac ne seront jamais retrouvés, mais l'appareil photo est découvert parmi ses affaires. Il n'y avait pas de témoin oculaire, aucun aveu. Nous n'avons pas retrouvé le couteau ensanglanté qu'il avait eu entre les mains. Nous sommes persuadés qu'il s'agissait d'un couteau appartenant à Nancy. C'était un crime opportuniste. Kirby est un meurtrier brouillon. Il est allé là-bas pour une raison ou une autre, il a perdu les pédales et a massacré tous ceux qui s'y trouvaient. C'est une affaire très triste et il faut parvenir à se détacher émotionnellement des enfants et de la façon dont ils ont été tués afin de pouvoir réfléchir à ce qu'on a. Parce que le plus important, c'est d'étudier les preuves dont on dispose et de leur donner un sens. Il y a d'autres personnes qui en dépendent, les suspects et les familles. Et il y a toujours quelqu'un à l'extrémité d'un cheveu ou d'une fibre. Lors de son procès, Kirby plaide non coupable et choisit de se représenter. Il prétend qu'il a été victime d'un coup monté de la police. Mais il ne fournit aucune explication concernant le gant et la charge de preuve qu'il représente. Avez-vous une quelconque raison de douter qu'il s'agit de vos poils? Non. Vous n'avez pas été prudent avec ce gant. Je ne comprends pas pourquoi il est resté là-dedans. Le tribunal était constamment plein à craquer. Alors qu'on attendait l'arrivée du juge, Kirby Anthony s'est retourné, a regardé John Newman qui se trouvait dans la galerie et lui a dit « Tu es dingue, John ». Je me souviens de la réaction de John à travers nos caméras. Il pleurait, il versait des larmes de rage. La chose la plus stupide que Kirby Anthony a faite a été de choisir de se représenter lui-même. L'autre erreur qu'il a commise a été de se présenter comme témoin et enfin de se retourner vers John Newman en plein procès et en public pour le traiter de dingue. Après 2 heures de délibération, Kirby Anthony est jugé coupable et condamné à 357 années de réclusion criminelle. L'inspecteur Mike Grimes a du mal à oublier la violence indicible qui a arraché à la vie une mère de famille aimante et ses 2 enfants. On peut toujours reconstituer les faits et essayer de comprendre les raisons des gens, mais on ne peut pas être dans leur tête. Il y avait une motivation sexuelle dans cette affaire. À mon avis, il a été renvoyé car il s'était passé quelque chose avec l'une des fillettes. Et je pense qu'il ne l'a pas digéré.
Kirby consommait de la drogue, surtout de la cocaïne. Et connaissant sa personnalité de psychopathe, avec en plus les effets de la cocaïne, il devait être dans un véritable état de rage. Je n'arrive pas à concevoir comment un individu peut arriver à un degré tel de colère qu'il soit capable de faire une chose pareille. J'ai connu et couvert des dizaines de meurtres dans ma carrière. Mais là, on ne peut pas justifier la colère qui pousse à commettre un tel crime. C'est inexplicable. L'appareil photo de Nancy Newman, retrouvé dans les affaires de Kirby Anthony après les meurtres, contenait des photos de famille prises à une époque plus heureuse. Des photos d'une vie détruite par un acte de vengeance inhumain. Durant le procès, afin d'informer le jury, le procureur a tenté de faire la lumière sur les mobiles qui avaient poussé Anthony à commettre ce triple homicide atroce et absurde. En 1985, après une série de condamnations pour vol à main armée et agression, Kirby Anthony part se réfugier en Alaska. Il est accompagné de sa petite amie, et un mois plus tard, celle-ci le quitte, ne supportant plus les violences qu'il lui inflige. Alors, sans ressources, Anthony implore John Newman, son oncle, de l'héberger le temps pour lui de se stabiliser. Newman a le tort d'accepter. La crise pétrolière l'oblige, quelques mois plus tard, à se rendre en Californie, dans le but d'apprendre un nouveau métier. À son corps défendant, Newman laisse donc sa femme et ses 2 filles cohabiter avec son neveu. Et les choses ne tardent pas à dégénérer. Lorsqu'Anthony ne menace pas de se suicider devant les enfants, il les accable de reproches. Puis, il essaie sans doute de s'attaquer sexuellement à l'aîné. Ses poils pubiens retrouvés dans sa chambre prouvent ses intentions. La plupart du temps, sous l'empire de la cocaïne, Anthony représente un réel danger pour la famille. Nancy fait part de ses inquiétudes à son mari par téléphone. En février 1987, Newman ordonne à son neveu de quitter l'appartement. Dès lors, les cartes du drame à venir sont distribuées. Privé de toit et de ressources, frustré, humilié, et vivant dans la peur d'être arrêté pour les sévices sexuels qu'il a sans doute commis à l'encontre de Melissa, Anthony décide de massacrer toute la famille. Nous connaissons malheureusement la suite. Dans les films de série B d'autrefois, les typologies humaines étaient nettement définies. Le héros était un jeune premier, l'héroïne une créature somptueuse, et le méchant un individu patibulaire et brutal. Ainsi, dès les premières minutes de projection, le public savait à quoi s'attendre. Dans la vraie vie, les choses ne sont pas aussi simples. Et il arrive que les criminels les plus sadiques apparaissent sous les traits d'hommes respectables, apparemment bien sous tout rapport. Le contraste qui se manifeste alors entre leur appartenance sociale et la nature profonde de leur dangerosité ne facilite pas la tâche des policiers. Marshallville, dans l'Ohio, est une petite communauté agricole qui compte un peu moins de 750 habitants. Dans ce genre d'endroit, tout le monde connaît tout le monde. Les gens veillent les uns sur les autres. Krista Lea Harrison est une petite fille insouciante de 11 ans qui grandit dans une ville que la plupart de ses habitants jugent à l'abri de l'insécurité des grandes villes. Krista Harrison était toujours dans le coin. Quand on jouait au softball dans le parc, avec son frère, on était dans l'équipe locale. Krista restait toujours près des bancs. Elle plaisantait avec nous quand on entrait sur le terrain ou quand on sortait. Le 17 juillet 1982, Krista et un de ses amis, un garçon qui habite à proximité, ramassent des canettes sur le terrain de softball. Le terrain se trouve juste en face de la maison de Krista, de l'autre côté de la rue. Tandis que le jeune garçon va se chercher à boire, une fourgonnette s'arrête juste à côté de Krista. Le garçon racontera aux autorités que l'homme a forcé Krista à monter dans la fourgonnette et qu'il est parti. J'étais déjà dans la police depuis 10 ans, à l'époque où c'est arrivé. Je n'avais jamais vu quelque chose comme ça. Je crois que je ne saurais même pas vous dire la dernière fois qu'un enfant a été enlevé.
C'est pour ça que c'était aussi dur. Pour tout le monde. En quelques heures, la police installe des barrages routiers et lance un avis de recherche pour retrouver la fourgonnette qui, d'après les témoins, est rouge foncé ou marron, avec des vitres latérales arrière rondes et bombées. L'ami de Christa décrit le ravisseur, un homme blanc entre 25 et 35 ans, avec des cheveux noirs frisés et une moustache. Des volontaires fouillent les environs juste après l'enlèvement, sur terre, mais aussi dans les airs. Ils inspectent même les voies navigables, mais sans succès. On pensait que les ravisseurs allaient appeler pour demander une rançon aux parents. Alors on a pris des dispositions pour enregistrer les appels. On avait installé des lignes téléphoniques séparées pour que les parents n'aient pas besoin de bloquer leur téléphone en attendant l'appel des ravisseurs. Mais personne n'a jamais appelé. 6 jours plus tard, dans un champ abandonné en dehors de la ville, des chasseurs retrouvent le corps d'une petite fille en état de décomposition avancée. Le corps est partiellement enroulé dans un sac en plastique transparent. Près du corps, les enquêteurs découvrent un jean pour homme, une chemise écossaise et une paire de gants en cuir noir. À quelques kilomètres, les sauveteurs retrouvent une mèche de cheveux, une serviette de plage et un carton recouvert de sang. Les analyses médico-légales confirment que le corps est celui de Christa Harrison. Monsieur Harrison Gerald est arrivé peu de temps après moi. Je lui ai dit que je ne pouvais pas identifier le corps, parce que son état de décomposition était trop avancé. Je lui ai aussi dit qu'il devait garder une image intacte de Christa. L'autopsie révèle que Christa est morte par strangulation. Elle a aussi été violée. Dans les cheveux de Christa, sur ses vêtements et sur la serviette de plage retrouvée près du corps, la police scientifique remarque d'étranges fibres oranges. J'ai vu des fibres, plusieurs fibres qui sortaient de l'ordinaire, des fibres d'une vilaine couleur orange. Jeffrey Lynn, biologiste de la police scientifique, a déjà vu ces mêmes fibres oranges. 8 mois plus tôt, des fibres similaires ont été retrouvées sur le corps de Tina Harmon, 12 ans, qui a été violée et assassinée dans une ville voisine. C'était incroyable que les fibres retrouvées sur Christa Harrison soient les mêmes que celles de Tina Harmon. Les fibres retrouvées sur son corps étaient très étranges et il y en avait beaucoup. On pensait que c'était très important, du moins c'est ce que je pensais à l'époque. Mais quand j'ai vu les mêmes sur le corps de Christa Harrison, j'ai su que c'était vraiment important. Mais il y a un problème. L'homme reconnu coupable du meurtre de Tina Harmon, Herman Ray Rucker, est en détention au moment où Christa Harrison est tuée. Rucker a été condamné à perpétuité pour ce crime. Les preuves retenues contre Rucker étaient largement circonstancielles, puisque les enquêteurs n'ont pas réussi à le relier aux fibres oranges. Les enquêteurs se demandent alors si un innocent n'aurait pas été inculpé du meurtre de Tina Harmon. Si c'est le cas, un tueur en série rôde autour des fermes de l'Ohio. Certains pensent, à tort, que le meurtre en série est un phénomène assez récent. Eh bien, il n'en est rien. Les annales historiques font mention de tueurs multirécidivistes dès la plus haute Antiquité. En Europe, les premiers tueurs en série connus sont apparus aussi bien dans les rangs de la noblesse que parmi les paysans. Gilles de Rais, l'homme le plus riche de France et compagnon de Jeanne d'Arc, fut pendu et brûlé vif en 1440 pour avoir assassiné des centaines d'enfants lors de rituels sataniques. Et la liste est interminable. En fait, bien que le meurtre en série ne soit pas un phénomène moderne, le nombre de tueurs et leurs victimes a en revanche dramatiquement augmenté durant le XXe siècle. Quand le corps de Christa Harrison est découvert dans un champ à 50 km de sa maison à Marshallville, dans l'Ohio, les enquêteurs n'ont que 2 indices concernant l'identité du criminel. Premièrement, un témoin indique que le ravisseur conduisait une fourgonnette marron, avec des vitres latérales arrière rondes et bombées. Deuxièmement, ils ont retrouvé un grand nombre d'étranges fibres oranges dans les cheveux de Christa Harrison et sur la serviette de plage découverte à proximité du corps. Au laboratoire médico-légal,
les experts découvrent que les fibres sont de fabrication artisanale et en polyester. Au microscope, les fibres présentent une forme triangulaire. Ce sont des fibres dites trilobées. Le fait que ce soit du polyester et des fibres trilobées indiquait clairement, avant même qu'on ait un suspect, qu'il s'agissait d'une moquette. Jeffrey Lynn, biologiste de la police scientifique, est inquiet. Il a retrouvé les mêmes fibres oranges sur une autre victime, Tina Harmon, 12 ans, qui a été violée et assassinée 8 mois plus tôt. Herman Ray Rucker, ouvrier agricole saisonnier, a déjà été reconnu coupable du meurtre de Tina Harmon et purge une peine à perpétuité. Ces fibres étaient trop étranges pour être trouvées sur le corps de 2 petites filles, toutes les 2 enlevées, victimes de viol et assassinées dans le comté de Wayne. Les enquêteurs comprennent que les chances pour que Krista Harrison et Tina Harmon se soient toutes les 2 retrouvées en contact avec des fibres de moquette orange aux mains de 2 tueurs différents sont extrêmement minces. De rapides comparaisons effectuées entre les 2 différentes fibres ont révélé qu'elles étaient comparables, voire identiques. Tout le monde était très angoissé parce qu'on se disait tous que 2 petites filles avaient été enlevées dans les rues de nos villes et qu'il s'agissait certainement de la même personne. Les enquêteurs s'intéressent aux sacs en plastique transparent retrouvés enroulés autour des chevilles de Krista Harrison. Ils présentent certaines spécificités. Il est épais et il a été plié d'une façon particulière au cours de sa fabrication. Bill Callis, agent du FBI, tient à savoir d'où provient ce sac en plastique. Il remonte jusqu'à un fabricant dans la ville de Pioneer, dans l'Ohio. Le sac retrouvé sur le corps de Krista Harrison est de la même épaisseur, de la même taille et de la même forme, et se plie de la même façon que ceux qui sont fabriqués pour emballer les sièges de fourgonnettes en cuir noir. Ces sièges sont vendus exclusivement par correspondance pour le compte d'une société locale. Le carton utilisé pour transporter le corps de Krista Harrison est particulier, puisqu'il a une forme en L. Il est formellement identifié. Il s'agit du carton servant au transport de ces mêmes sièges de fourgonnettes en cuir noir. La prochaine étape est d'examiner les archives de la société pour identifier tous les résidents de l'Ohio qui ont acheté ces sièges en cuir noir dans les mois qui précèdent l'enlèvement de Krista. Évidemment, la prochaine étape était de rendre visite à ces personnes et de les interroger pour déterminer si elles pouvaient ou non être des suspects dans notre affaire. Seules 23 personnes dans tout le nord de l'Ohio ont commandé des sièges de fourgonnettes en cuir, mais aucune ne possède une fourgonnette rouge, bordeaux ou marron, avec des vitres latérales arrière rondes et bombées, telles que les a clairement décrites le témoin. Le tueur à la moquette orange est toujours en cavale. Ce type est forcément dans le coin. On ne l'a pas encore trouvé. Il a déjà fait ça et il a certainement envie de recommencer. Il y avait une réelle urgence à retrouver cet individu. La ville de Marshallville, dans l'Ohio, fait le deuil de la petite Krista Lea Harrison. La vie reprend ses droits, même si personne ne se sent plus aussi en sécurité qu'avant. Les semaines passent, puis les mois. Le premier anniversaire de la mort de Krista arrive et il n'y a toujours aucune arrestation. À la plus grande déception des enquêteurs qui travaillent sur l'affaire, il apparaît que la piste des fibres oranges n'a mené nulle part. Les gens ont fait beaucoup plus attention à la sécurité de leurs enfants. Ils se sont mis à fermer leurs portes à clé la nuit. Les enfants étaient toujours sous la surveillance de voisins ou de parents. Les gens veillaient beaucoup plus sur leurs enfants. Le terrain de jeu est devenu un parc fantôme. Les enfants n'ont plus joué dehors pendant un bon bout de temps. Tout le monde craignait que ça ne recommence. Les enquêteurs se demandent si le meurtrier de Krista Harrison frappera encore, et si c'est le cas, où frappera-t-il? Le meurtrier de Krista Harrison va-t-il encore frapper? Les policiers l'ignorent. Tout comme ils ignorent si les meurtres perpétrés contre Krista et Tina Harmon, l'autre petite fille de 12 ans violée et assassinée, sont liés. Plus d'1 an après les crimes, la récolte d'indices n'est guère concluante. Le prédateur a laissé derrière lui un jean et une chemise ensanglantée, un carton
et un épais plastique servant à emballer un siège en cuir, de fourgonnette sans doute. Et des fibres trilobées de couleur orange qui peuvent appartenir à une moquette ou au tapis de sol d'une voiture. Pour résoudre cette affaire qui s'éternise, les enquêteurs n'ont pas eu d'autre choix que de retracer l'origine des indices. Ils l'ont fait, mais sans résultat. Et la population du village vit toujours dans la peur. Il faut attendre une année entière avant que la police ne finisse par obtenir l'information dont elle a besoin. Elle provient d'une source inattendue. À 80 km de l'endroit où Krista Harrison a été enlevée, la responsable d'une station-service des environs, une femme que nous nommerons Debbie, s'occupe de l'entretien des lieux quand elle est enlevée sous la menace d'une arme. Bougez pas, venez avec moi. Elle est conduite dans un lieu inconnu. En l'espace de plusieurs heures, sa tête est rasée. Elle est battue, violée et torturée à l'électricité. C'était sadique. C'était inhumain. Personne ne devrait avoir le droit de se balader dans la rue après avoir fait ce qu'il m'a fait. Je n'avais que 28 ans à l'époque. Il l'a torturé, il a pris le cordon d'une lampe, il a coupé le fil, il l'a branché et il lui a envoyé des décharges dans... Elle attrape un peignoir et s'enfuit. Une fois à l'extérieur, Debbie n'a aucune idée de l'endroit où elle est. Elle se tourne vers le seul lieu où elle pense pouvoir trouver de l'aide. Je me suis tournée vers Dieu et je lui ai dit « Envoyez-moi un signe, j'ai besoin d'aide, je ne sais pas où je suis. » Juste après, j'ai entendu un caniche aboyer. Je me suis dirigée vers la maison. Une dame formidable m'a recueillie, Madame Smith. Madame Smith appelle immédiatement la police. Elle avait de graves contusions. On aurait dit qu'elle portait des sous-vêtements violets. Je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi atroce. Elle avait des ecchymoses, elle avait été battue, elle avait subi des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Elle a horriblement souffert et elle a passé plusieurs heures à l'agonie avant de pouvoir s'enfuir. C'était la volonté de Dieu. Je suis une miraculée. Le fait que j'ai pu m'enfuir est un miracle. Debbie identifie l'homme qui l'a enlevé. Il s'agit de Robert Anthony Buell. Buell travaille pour la ville d'Akron, dans l'Ohio, à l'urbanisme. Il a fait des études supérieures, il a fréquenté une avocate et c'est un membre respecté de la communauté. Il a un certain charme. Il est extrêmement soigné. Il est sorti avec une avocate. Vous savez, quand tout ça est arrivé, la réaction de ses voisins a été de dire « c'est incroyable ». Il n'est pas parfait, mais on ne se doutait pas qu'il pourrait faire quelque chose comme ça. Je pense que c'est un cas classique. C'est un homme qui mène une vie banale, mais il a un côté extrêmement sombre qui se cache sous ce vernis. C'est quelqu'un qui, quand il rentre du travail, saute dans sa fourgonnette et va faire un tour pour essayer de trouver des petites filles qu'il pourrait enlever. C'est difficile de réconcilier ces deux aspects de sa personnalité. Face aux preuves présentées contre lui, Buell ne conteste pas les accusations d'enlèvement et de viol retenues contre lui. Mais la police ne peut pas s'empêcher de remarquer que Buell conduit une fourgonnette marron similaire à celle qui a été vue lors de l'enlèvement de Krista Harrison. Même si elle n'a pas de vitres rondes et bombées, telles que les a précisément décrites le témoin, la fourgonnette de Buell possède une moquette orange à l'arrière. Robert Buell nie être impliqué dans l'enlèvement de Krista Harrison. L'avocat de Buell fait remarquer que même si la moquette qui se trouve dans la fourgonnette de Buell est similaire aux fibres retrouvées sur Krista Harrison, cette moquette n'est pas unique. Beaucoup d'autres habitants de l'Ohio possèdent des moquettes similaires chez eux, sur leur lieu de travail ou dans leur voiture. Même si cette fibre trilobée d'une affreuse couleur orange est assez rare, il y a sûrement des millions de fibres similaires dans le monde. Ce n'est pas comme une empreinte digitale, ce n'est pas un test ADN. La comparaison ne prouve rien. Anthony Buell a avoué avoir enlevé, séquestré, violé et torturé celle que nous appellerons Debbie. À ce stade de ses aveux, il risque une très lourde condamnation. Mais Buell est-il pour autant
le meurtrier de Christa Harrison. Sa fourgonnette ressemble beaucoup à celle qui a servi à son enlèvement et son tapis de sol est constitué de fibres synthétiques oranges semblables à celles retrouvées sur les cadavres de Christa et de Tina. Mais ces indices ne constituent pas des preuves médico-légales recevables par un procureur. Pour que justice puisse être rendue, il faudrait soit que Buell avoue ses crimes, soit que les experts établissent scientifiquement son implication dans le meurtre des fillettes. Un an après le meurtre de Christa Harrison, 11 ans, la police a enfin un suspect, Robert Buell, 43 ans, employé au service de la ville d'Akron, dans l'Ohio. Il a été arrêté suite à l'enlèvement et au viol de la responsable d'une station-service qui s'est échappée après 12 heures de torture. Les enquêteurs font une étonnante découverte. À l'arrière de la fourgonnette de Buell, ils trouvent de la moquette en fibre trilobée orange, similaire aux fibres retrouvées sur le corps de Christa Harrison. On avait enfin la deuxième partie de l'équation. On avait les fibres retrouvées dans les cheveux de Christa et sur ses vêtements. On avait aussi les fibres de la couverture et on avait maintenant quelque chose avec quoi les comparer, les fibres de la fourgonnette. Pour savoir si ce type de moquette est répandu ou extrêmement rare, les enquêteurs remontent jusqu'au fabricant. La société se trouve à Canton, dans l'Ohio. Les archives de l'usine indiquent que cette moquette ne s'est pas très bien vendue à cause de sa couleur. Ils n'avaient fabriqué que 10 000 mètres carrés de cette moquette. Leurs archives indiquaient aussi que sur les 10 000 mètres carrés, seuls 70 mètres carrés avaient été envoyés dans le nord de l'Ohio. Après enquête, la police découvre que Robert Buell a acheté 2 sièges en cuir noir chez ce fabricant le 30 juin, soit 3 semaines avant le meurtre de Christa. Le sac en plastique qui recouvrait ces sièges, ainsi que le carton d'emballage, ont tous les deux été retrouvés près du corps de Christa Harrison. Robert Buell possède aussi une fourgonnette similaire à celle qui a été vue lors de l'enlèvement de Christa Harrison. Elle est similaire, mais pas identique, car la fourgonnette de Buell n'a pas de vitres latérales arrière rondes et bombées, telles que décrites par le témoin. Cependant, des voisins expliquent à la police que Buell a enlevé ces vitres rondes et bombées et les a remplacées par des vitres coulissantes rectangulaires, peu de temps après le meurtre de Christa Harrison. À l'intérieur de la maison de Robert Buell, la police retrouve d'autres preuves qui l'impliquent dans le meurtre de Christa Harrison. La police découvre que Robert Buell possède un jean dont la taille, la coupe et les usures sont parfaitement identiques au jean qui a été abandonné près du corps de Christa Harrison. 2 petites particules de peinture beige et bleue sont aussi retrouvées sur le jean abandonné. Elles correspondent aux échantillons de peinture beige et bleue prélevés sur les murs de la maison de Robert Buell. De la peinture en spray noir, rangée dans le garage de Buell, est retrouvée sur le carton d'emballage trouvé près du corps de Christa. Les procureurs pensent que Buell a conduit Christa Harrison chez lui juste après l'avoir enlevée. C'est pour cette raison que les fibres de moquette orange de la fourgonnette se sont ensuite retrouvées dans les cheveux de Christa Harrison. Après le meurtre, Buell place le corps de Christa dans le sac en plastique qui emballait ses nouveaux sièges de fourgonnette. Ensuite, il met le corps dans le carton qui a servi au transport des sièges. Buell jette le corps à 50 km de la ville, dans un champ. Un peu plus loin, il se débarrasse du jean et de la chemise qu'il portait. Des tests effectués sur les os de la victime indiquent que le corps a subi des températures extrêmement élevées pendant quelque temps, ce qui indique que le corps est resté dans le véhicule pendant plusieurs jours avant d'être abandonné dans le champ. Robert Buell ne se doute pas que les étranges fibres de moquette orange de sa fourgonnette, ainsi que la traçabilité du sac en plastique et du carton, vont causer sa perte. Le 4 avril 1984, le jury reconnaît Robert Anthony Buell coupable de l'enlèvement, du viol et du meurtre de Christa Lea Harrison, 11 ans. Il est condamné à la chaise électrique.
Herman Ray Rucker, l'homme reconnu coupable du meurtre de Tina Harmon, a droit à un nouveau procès, puisque les mêmes fibres de moquette orange ont été découvertes sur le lieu du crime. Rucker est acquitté. Les enquêteurs pensent que Robert Buell a pu être impliqué dans le meurtre de Tina Harmon. Robert Buell nie et aucune charge n'est retenue contre lui pour ce crime. Les enquêteurs pensent que sans le courage, la détermination et l'instinct de survie de Debbie, Robert Buell aurait pu ne jamais être arrêté. Debbie pense que Buell allait la tuer à son retour, le jour où elle a été enlevée. Elle insiste sur le fait qu'elle n'est pas une victime, mais une rescapée. Elle remercie son mari, sa famille et le temps qui l'ont aidée à se rétablir. Il est tout aussi important pour elle d'évacuer sa colère que d'exprimer de la reconnaissance envers le cadeau que la vie lui a fait. J'ai besoin de croire que Krista nous regarde, qu'elle nous regarde tous. L'ange qui m'a aidée était peut-être elle. Le Seigneur a pu lui donner des ailes pour m'aider à m'échapper. Je suis sûre qu'elle sait où est Buell. Et qu'il ne pourra plus jamais faire de mal à une autre personne ou à un autre enfant. J'espère que quoi qu'il lui ait fait, il a agi vite. J'espère qu'elle est près de Dieu. Un bon vieux travail de police et une technologie implacable. Sans ça, on n'aurait jamais pu résoudre cette affaire. C'est assez gratifiant de savoir que la médecine légale a joué un rôle déterminant et que ces fibres étaient effectivement cruciales. Quand j'ai vu ces fibres sur la victime pour la première fois, je savais qu'elles pouvaient être importantes. Et finalement, ce sont elles qui ont permis d'établir un lien entre cet individu et Krista Harrison. L'affaire a été résolue grâce à des preuves scientifiques. Les fibres oranges étaient une preuve irréfutable. C'est ce qui a permis de reconnaître Buell coupable du meurtre de Krista Harrison et de lui infliger la peine de mort. Les Harrison ont souffert une immense perte dans leur famille. Je ne pense pas qu'on puisse comparer la perte de la famille Harrison et celle de la ville. La ville a perdu un de ses membres, un enfant qui plus est. Mais la famille Harrison a beaucoup plus souffert que la ville. Ils souffrent encore aujourd'hui. Ils ne connaîtront jamais l'adulte que leur fille aurait été. La ville souffre, mais pas autant que la famille Harrison. Les avocats d'Anthony Buell ont fait appel du jugement à 3 reprises, alors que leur client se trouvait dans le couloir de la mort de sa prison. En 1996, la Cour suprême de l'État de l'Ohio a différé une nouvelle fois l'exécution. Mais l'adjoint du procureur a fait valoir que la fillette n'avait que 11 ans au moment de sa mort, alors que son assassin présumé avait déjà obtenu un sursis de 14 ans. Fort de cet argument, le gouverneur a refusé une dernière fois la demande en grâce. Avant de périr sur la chaise électrique, Buell a réaffirmé son innocence dans le meurtre de la petite Krista Harrison. Sa sœur a confirmé que sous l'emprise de drogue et de boissons, son frère pouvait avoir des comportements violents et irrationnels, mais qu'il aurait été incapable de martyriser et de tuer un enfant. C'est donc sur cette ambiguïté que les parents de Krista ont dû continuer de faire leur deuil et tenter de se reconstruire. Anthony Buell incarnait le prototype de ces sinistres individus que Robert Louis Stevenson a immortalisé dans son roman Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Diplômé de l'université, ayant eu pour amie une avocate apparemment bien intégrée dans sa communauté et toujours élégamment vêtue, le soir venu, Anthony Buell, le citoyen modèle, se transformait en prédateur, capable alors d'accomplir les pires horreurs. L'idée de pouvoir se trouver un jour en présence de personnages à ce point machiavéliques nous glace le sang.
Ainsi s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. Et nous nous retrouverons très prochainement sur cette antenne pour un nouvel épisode des Enquêtes Impossibles.